Je vous remercie beaucoup pour la présentation et pour l'invitation. Je vais parler de Carl Schmitt, mais pas seulement de Carl Schmitt. Bien. Étymologiquement, l'ennemi, inimicus en latin, c'est le non-ami. Mais il y a plusieurs façons de ne pas être ami. Comme l'indique Carl Schmitt, à qui l'on attribue l'idée que l'essence du politique résiderait dans l'opposition ami-ennemi, aussi bien le grec que le latin disposaient de deux mots différents pour désigner l'ennemi, selon qu'il s'agit d'une inimitié privée, personnelle, ou d'une inimitié publique, politique. L'ennemi public, hostis en latin, polémios en grec, est autre chose que l'ennemi privé, inimicus en latin, ectros en grec. Platon fait cette distinction dans la République, au livre 5, et la rapporte à la différence entre la guerre proprement dite, polémos, et la dissension intérieure, stasis, à laquelle Ninon Granger a consacré des travaux importants. Selon lui, à parler rigoureusement, il ne peut y avoir de guerre qu'entre Grecs et non-Grecs, avec des barbares. Il arrive certes que des Grecs se combattent, par exemple les Athéniens et les Spartiates, mais il s'agit alors d'un différend temporaire entre ceux qui sont, dit-il, par nature amis. Et cette querelle de famille est plutôt une maladie, un épisode fébrile qu'une guerre proprement dite. De même, quand Jésus dit à ses disciples « Aimez vos ennemis », le mot employé dans la Bible grecque est le mot « ectros », et dans la Vulgate latine, c'est le mot « inimicus », c'est donc l'ennemi privé, celui avec qui on a une dispute, que Jésus prescrit d'aimer, et non l'ennemi politique. Carl Schmitt fait remarquer que l'injonction du Christ ne peut concerner que l'ennemi personnel, car il n'y a aucune raison, au fond, que j'éprouve de l'inimitié à l'endroit du citoyen d'un autre État avec lequel le mien est en guerre. C'est mon ennemi, mais je n'ai rien contre lui en tant qu'individu, et jusqu'à un certain point, je le respecte. C'est l'honneur du guerrier, parfois mythifié, par exemple dans l'œuvre d'un écrivain comme Ernst Jünger, que de respecter celui qui l'affronte. C'est pourquoi il a pu y avoir, au cours de la Première Guerre mondiale, des épisodes de fraternisation entre soldats allemands et français lorsqu'ils eurent le sentiment que le combat qu'ils menaient n'était pas le leur. D'une certaine manière, le texte, le grand livre d'Erich Maria Remarque, auquel il a été fait référence tout à l'heure, est tout entier conduit par cette idée. Ce n'est pas un hasard si Erich Maria Remarque fut un des premiers, sinon le premier, des auteurs dont on brûla les livres à partir de 1933. Cela veut-il dire que l'inimitié politique serait moins vraie ou moins intense que l'inimitié personnelle? Non, bien entendu, car, après tout, il est rare que cette dernière conduise au meurtre, alors que l'inimitié publique se situe dans l'horizon d'une guerre possible. Elle implique donc le risque d'affronter l'ennemi, de le tuer ou d'être tué par lui. Mais elle est d'un autre ordre. Disons que la charge affective qu'elle engage n'est pas dirigée contre l'adversaire lui-même, mais contre ce qu'il représente. Je le combats, mais je ne le hais point. Un passage d'un écrit de jeunesse de Hegel illustre cette conception politique de l'inimitié. Hegel y cherche à définir... Merci. Oui, c'est un texte un peu difficile, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il soit affiché en vous demandant pardon, mais enfin c'est pas de ma faute, c'est de la sienne, s'il écrivait de manière si compliquée. Hegel dans ce texte, cherche à définir ce qu'il nomme la vie éthique, Sittlichkeit en allemand, c'est un terme difficilement traduisible. Celle-ci, contrairement à la moralité individuelle, concerne l'existence collective et s'incarne dans le mode de vie d'un peuple, ses croyances, ses mœurs et sa constitution. Mais un peuple ne se définit pas seulement par les vertus particulières qu'il suscite chez les individus qu'il compose, mais aussi en s'opposant à d'autres entités politiques et en les niant. Alors je cite ce passage qui met en lumière un autre aspect de l'inimitié qu'on pourrait nommer, je m'expliquerai après là-dessus, sa dimension spéculaire. Je le lis.
Il faut que l'élément éthique intuitionne sa vitalité dans sa différence même, de telle sorte que l'essence de ce vivant qui se tient en face soit posée comme quelque chose d'étranger et qui doit être nié. Une telle différence est l'ennemi, et la différence posée en relation est en même temps comme son contraire, comme le néant de l'ennemi, et ce néant, identique des deux côtés, est le danger du combat. Cet ennemi ne peut être qu'un ennemi du peuple, et ne peut lui-même être qu'un autre peuple. Puisqu'ici l'individualité entre en scène, c'est pour le peuple que l'individu s'expose au danger de la mort. Cette guerre n'est pas guerre de famille contre famille, mais de peuple contre peuple, et par conséquent la haine elle-même est indifférenciée, libre de tout caractère personnel. La mort pénètre dans l'universel, comme elle provient de l'universel, et elle est sans colère. Celle-ci se produit parfois, tout comme elle s'abolit tout aussi bien. L'arme à feu est l'invention de la mort universelle, indifférente, impersonnelle. Et c'est l'honneur national qui est moteur, et non le dommage subi par un individu. Je crois qu'on doit retenir deux choses de ce texte ardu. Premièrement, j'ai déjà dit auparavant, le caractère strictement public de l'inimitié. L'affrontement entre ennemis est toujours une guerre entre peuples. Dans le contexte moderne, on dira entre États. Deuxièmement, le rapport d'inimitié a un effet en retour. Il transforme l'identité de chacun des peuples ennemis, ainsi que les propriétés, les vertus, comme dit Hegel, des individus eux-mêmes. Cette rétroaction constitue, dit Hegel, l'aspect positif de la différence, de l'opposition des ennemis. Quelle que soit l'issue de l'affrontement, un affrontement qui sera, dit-il, sans colère, contrairement aux inimitiés personnelles, chacun des protagonistes, vainqueur ou vaincu, en sortira différent de ce qu'il était. Et c'est vrai aussi des individus, s'ils ont survécu. Dans la fameuse et bien mal nommée dialectique du maître et de l'esclave, on a été question ce matin, Hegel exposera quelques années plus tard, dans la phénoménologie de l'esprit, les effets proprement dialectiques qu'a le choc des consciences individuelles s'affrontant dans une lutte qui est toujours aussi une lutte pour la reconnaissance. La seule issue véritable de la lutte, au-delà du bénéfice immédiat de la victoire, à savoir l'asservissement du vaincu, c'est, nous dit Hegel, dans un autre passage, mais on a tort souvent de ne pas connecter ces deux passages. La seule issue véritable, c'est la formation, dit Hegel, d'un moi qui est un nous et d'un nous qui est un moi. Le rapport belliqueux du même et de l'autre, de l'ami et de l'ennemi, est aussi ce qui rendra possible le rapport apaisé des individus au sein de la communauté que forme un peuple libre. Hegel a cette formule, eux en tant que moi en tant qu'eux. On peut juger le propos du texte ici affiché belliciste. De fait, Hegel, dans son œuvre de maturité, a rompu avec la conception héroïque de la liberté, comme l'appelait Jean Hippolyte, qui a joué un rôle majeur dans l'introduction en France de l'œuvre de Hegel et qui a donné la première traduction française de la phénoménologie de l'esprit. Hegel a rompu avec cette conception héroïque de la liberté qui traverse ses écrits de jeunesse, conception de la liberté qui n'était évidemment pas sans rapport avec l'enthousiasme avec lequel il avait accueilli la Révolution française, ce superbe lever de soleil, dit-il, que tous les esprits pensants ont célébré ensemble. Et pas sans rapport non plus avec la fascination qu'il a éprouvée pour les entreprises conquérantes de Napoléon Bonaparte, cette âme du monde, excusez du peu, qui a tenté d'institutionnaliser et de répandre par le fer les acquis de la Révolution. Néanmoins, bien qu'il ait donc non pas remisé, mais atténué cette fascination pour la guerre qui peut s'exprimer dans un texte comme celui que je vous ai lu,
Néanmoins, Hegel a toujours éprouvé, et jusqu'à la fin, de l'aversion pour le pacifisme à courte vue, qui s'exprime, par exemple, dans le projet de paix perpétuelle, formulé par l'abbé de Saint-Pierre, repris par Rousseau et surtout par Kant dans un écrit fameux de 1795 à propos de la paix perpétuelle. Pour souligner la constance de ce refus, Hegel a fait une chose singulière, c'est la seule fois à ma connaissance qu'il a fait cela, il recopie au paragraphe 324 des Principes de la philosophie du droit un passage d'un article qu'il avait lui-même publié, donc c'est une autocitation, dans un article de 1802 sur le droit naturel, dans lequel il faisait une comparaison audacieuse entre la guerre, qui, dit-il, conserve la santé éthique des peuples, et le coup de vent qui préserve les flots de la putridité marécageuse dont les menacerait un temps trop calme, comme le ferait pour les peuples une paix perpétuelle. Telle est, dit-il, la signification supérieure de la guerre, qui fait que pour exister politiquement, un peuple, je le cite, doit se doter d'un ennemi. Après l'expérience des massacres et des atrocités inédites qui ont accompagné les grandes guerres du XXe siècle, de tels propos sont devenus inaudibles. Du moins, ils l'étaient jusqu'à une période récente. Juristes et philosophes se sont donc employés, sinon à proscrire, du moins à redéfinir les notions intimement liées de guerre et d'ennemi, de façon à désamorcer ce qu'elles pouvaient éventuellement comporter de positif. Sur ce point, on peut suivre avec prudence certaines analyses de Carl Schmitt, que je résume succinctement. Le droit international classique avait redéfini la notion ancienne d'ennemi juste, justus hostis en latin, une notion de provenance théologique, en vue de distinguer l'ennemi proprement dit du criminel, du pirate et de toutes sortes de délinquants. L'ennemi ne peut être qu'un ennemi public, en l'occurrence un État en conflit avec un autre État, chacun disposant du droit d'engager des hostilités, c'est ce que le droit international classique appelle le jus ad bellum, et proclamant de façon souveraine la justesse de sa cause. Contre cet ennemi légitime, le droit des gens, le droit international, requérait de mener une guerre en forme, respectueuse des règles restrictives définies par le droit de la guerre, le jus in bello. Donc il y a le jus ad bellum, le droit d'engager les hostilités, et le jus in bello, le droit qu'on doit respecter lorsqu'on mène les hostilités, et qui a été formalisé par les protocoles de Genève. Comme l'écrit au XVIIIe siècle un juriste, je cite, « La guerre en forme doit être regardée comme juste de part et d'autre. » Or, ces notions se trouvent redéfinies, si ce n'est effacées, je suis toujours Carl Schmitt, pour m'en séparer après, si ce n'est effacées par le droit international du XXe siècle, qui, si on suit Carl Schmitt, notamment son propos dans un livre paru en 1950 qui s'appelle « Le nomos de la Terre », le droit international du XXe siècle recriminalise l'ennemi et considère la guerre menée contre un ennemi injuste, aujourd'hui on dirait un État voyou, non comme une guerre proprement dite, celle qui est menée contre un ennemi juste, mais comme une action de police internationale destinée à réprimer un hors-la-loi. Ce sont d'ailleurs les termes dans lesquels ont été justifiées certaines opérations militaires menées par des États au nom de la communauté internationale, par exemple en Irak, en Afghanistan ou en Libye. Je me souviens d'avoir entendu à la radio, lors de la première guerre d'Irak, le ministre de la Défense nationale, juste après le déclenchement des opérations, c'était Pierre Jox, dire « ce n'est pas une guerre, c'est une action de police internationale ». Et bon, Carl Schmitt, évidemment, qui était décédé à ce moment-là, aurait jubilé en entendant cela parce que ça semble être la justification de tout ce qu'il disait, à savoir la recriminalisation de l'ennemi. L'ennemi, en l'occurrence Saddam Hussein, ce n'est pas un ennemi juste, ce n'est pas un adversaire que l'on affronte d'égal à égal dans une guerre en forme, c'est un criminel qu'il faut éliminer.
Les considérations de Schmitt sont évidemment tout sauf désintéressées. Le rejet du diktat de Versailles, comme il baptise le traité de 1918, il n'est pas le seul, en Allemagne, a été un des motifs de son ralliement au national-socialisme, et l'issue judiciaire du second conflit mondial, les procès de Nuremberg, dont il a failli être un des accusés, a été pour lui l'occasion de dénoncer ce qu'il nomme la justice des vainqueurs. Selon lui, cette redéfinition remet en jeu une conception morale, voire théologique, de la guerre et de l'ennemi, que le droit moderne avait écartée. Si l'ennemi est injuste, alors la guerre qu'on mène contre lui est une guerre non seulement juste, mais sainte. Et en ce cas, tous les moyens sont permis, jusqu'à l'extermination pure et simple. Je cite Carl Schmitt, « Celui qui a le dessus tient sa supériorité militaire pour une preuve de sa justa causa et déclare son ennemi criminel. » Je note au passage, mais ça va de soi, ce qu'il y a de paradoxal à voir un auteur qui a accompagné jusqu'au bout le régime national-socialiste accuser ses adversaires, les vainqueurs du national-socialisme, d'entreprises d'extermination. Sans commentaire. Corrélativement, corrélativement, dans le domaine de la politique intérieure, la pensée libérale, adversaire privilégié de Schmitt, a, je le cite, tenté de réduire l'ennemi à un concurrent du côté des affaires et du côté de l'esprit à l'adversaire que l'on affronte dans un débat. D'un côté, plus de véritable ennemi, de l'autre, un ennemi absolu qu'il convient d'anéantir et non pas seulement de reconduire dans ses frontières. Toutefois, cette neutralisation des concepts de guerre et d'ennemi qui impliquait, dit Schmitt, une dépolitisation de ces notions éminemment politiques, a échoué du fait de ceux qui remettent en cause le statu quo national ou international. Les révolutionnaires, qui définissent leur combat comme une lutte mondiale contre l'ennemi de classe, et les partisans en lutte contre un occupant ou une puissance coloniale. En 1963, alors que la guerre d'Algérie, faisant suite à celle d'Indochine, vient de s'achever, et alors que la guerre américano-vietnamienne se profile, Carl Schmitt publie un petit livre intitulé « Théorie du partisan », dans lequel il étudie les conséquences du développement de formes non étatiques de conflictualité sur la conception de la politique et, puisque les deux choses sont liées à ses yeux, sur celle de l'ennemi. Après une étude historique qui va du début du XIXe siècle, la lutte victorieuse des partisans espagnols contre les armées napoléoniennes, à des événements tout à fait contemporains, les guerres d'Indochine et d'Algérie, deux conclusions principales sont tirées. Premièrement, maximisant la moralisation de l'inimitié constatée lors du règlement juridique des deux guerres mondiales, la guerre révolutionnaire entraîne ce qu'il appelle une rebarbarisation du droit de la guerre. Deuxièmement, elle révèle, je cite, la force explosive révolutionnaire de la criminalisation de l'ennemi et substitue à la représentation classique de l'ennemi juste, avec lequel on est à parité, une hostilité absolue envers un ennemi absolu. Ainsi, la guerre révolutionnaire, théorisée par Lénine, Mao Tse-tung, le général Giap ou Che Guevara, remet au premier plan le caractère primaire et insurmontable de l'hostilité. Aux yeux de Schmitt, qui s'intéresse beaucoup à ces mouvements et à leur théorie par leurs acteurs mêmes, aux yeux de Schmitt, cela vérifie, en la radicalisant, sa propre thèse faisant du rapport ami-ennemi le critère distinctif du politique. Mais on ne peut pas s'arrêter là et les choses se compliquent. Car l'ennemi n'est pas seulement celui que j'affronte, peut-être en vue de l'anéantir, il est aussi ce qui me permet d'être ce que je suis. L'ennemi se tient sur le même plan que moi, et d'une certaine manière, c'est grâce à lui que je puis, dit Schmitt, conquérir ma propre mesure, ma propre limite, ma propre figure. Il cite ici un vers d'un poète aujourd'hui tombé dans l'oubli, Theodor Deubler, que je retraduis. Enfin, le vers, pas le poème, rassurez-vous, il fait 12 000 vers. L'ennemi est la figure de notre propre question. Schmitt, qui avait consacré en 1916 un petit livre à ce poète, à l'œuvre de ce poète, cite et commente cette phrase dans un chapitre intitulé
Sagesse de la cellule, d'un texte étrange qu'il a écrit en 1947 durant sa détention préventive à Nuremberg, qui ne fut pas suivie d'une inculpation. Ce texte s'appelle « Ex captivitate salus », le salut provenant de la captivité. Je cite ce passage. « Qui puis-je reconnaître comme mon ennemi? Seulement celui qui peut me mettre en question. Et qui peut réellement me mettre en question? Seulement moi-même, ou bien mon frère. C'est cela. L'autre s'avère être mon frère, et le frère s'avère être mon ennemi. Adam et Ève avaient 2 fils, Caïn et Abel. Ainsi débute l'histoire de l'humanité. Prends garde et ne parle pas de l'ennemi à la légère. On se classe d'après son ennemi. L'ennemi est l'autre. Rappelle-toi les grandes phrases du philosophe. La relation à soi-même dans l'autre, c'est l'infini véritable. La négation de la négation, dit le philosophe, n'est pas une neutralisation, mais le véritable infini en dépend. Mais le véritable infini est le concept fondamental de sa philosophie, et là vient la citation du vers de Deubler, l'ennemi est la figure de notre propre question. Schmitt rejoint ici Hegel, c'est lui le philosophe, et fait de la relation ami-ennemi le paradigme du rapport dialectique du même et de l'autre, de l'identique et du différent. Mais c'est Hegel lui-même, nous l'avons vu au début, qui établit ce lien dans ce texte que j'ai lu et qui, dans son œuvre de maturité, définit la liberté comme le fait d'être auprès de soi-même dans l'autre. Dans une telle perspective, l'inimitié acquiert une dimension métaphysique. L'autre, l'ennemi, est une part inéliminable de moi-même. Il est ce sans quoi je ne puis entretenir une relation apaisée avec moi-même, puisque sans lui, ce moi-même risque l'inconsistance, qu'il s'agisse de l'individu ou d'une collectivité, voire d'un peuple. En ce sens, nous avons besoin d'un ennemi pour devenir ce que nous sommes ou ce que nous aspirons à être. Mais il ne faut pas oublier, comme Schmitt le fait de son côté, que l'inimitié n'est qu'un moment. Il le rappelle lui-même, le noyau du politique n'est pas la seule hostilité, c'est la distinction de l'ami et l'ennemi, et elle présuppose les deux, l'ami et l'ennemi. En ce sens, la prise en charge de l'inimitié, autrement dit de la négation, est une composante inéluctable d'une politique de l'amitié. Je vous remercie.